Sud-Vietnam, avril 1975. Après plus de 10 ans de combats acharnés, les États-Unis sont en train de perdre la guerre. L'armée ennemie se rapproche de la capitale sud-vietnamienne. Le 4 avril, sur une base militaire de Saigon, une cargaison inhabituelle est embarquée à bord d'un énorme C-5A Galaxy, un des plus gros appareils du monde. Le C-5A est un avion de transport stratégique assez large pour transporter des tanks et assez haut pour embarquer des cars. Quelques rangées de sièges sont installées au-dessus de la soute de fret. Ce jour-là, le pont supérieur et la soute sont bourrés à craquer. Des dizaines d'orphelins vietnamiens vont être mis en sûreté hors du pays. Comme eux, des milliers de bébés et de jeunes enfants doivent être évacués avant la chute de Saigon. Barb Adams travaille à l'ambassade américaine. Sa fille Linda et elle font partie du voyage. Le 4 avril, ma mère est rentrée à la maison et m'a annoncé que j'avais 1 heure pour faire ma valise. On accompagnait des orphelins sur un vol à destination des États-Unis. Quand on est arrivé dans le compartiment principal, tous les sièges étaient occupés par des bébés. Le sergent Ray Snedgar est chargé des opérations de chargement de l'immense soute de l'appareil. Vérifiez bien, on a des passagers. La situation était presque ingérable. Il y avait énormément de monde, les journalistes, les responsables des orphelinats, les militaires. C'était le chaos total. La veille, le président américain Gerald Ford a annoncé le lancement d'une ultime opération de sauvetage baptisée Baby Lift. I have directed that C-5A aircraft and other aircraft especially equipped to care for these orphans during the flight be sent to Saigon. I expect these flights to begin within the next 36 to 48 hours. Le journaliste Arnold Isaacs couvre la fin du conflit pour le Baltimore Sun. Tous les jours, des avions de transport atterrissaient à Saigon pour débarquer du matériel militaire avant de repartir à vide. Il a été décidé qu'au retour, ils transporteraient les orphelins. Beaucoup d'équipes télé et de reporters étaient venus couvrir le chargement et le décollage de l'appareil. Le commandant Bud Trainer doit piloter le premier vol de l'opération Baby Lift. Le poste de commandement m'a appelé des États-Unis pour me demander combien de personnes je pouvais faire sortir de Saigon. La décision a été prise au dernier moment et l'avion a déjà 5 heures de retard sur l'horaire prévu. Impatient de décoller, Bob Trainer donne l'ordre de fermer les portes de la soute. Demande fermeture des portes. Loadmaster, fermez les portes de la soute.
Les plus jeunes des 145 enfants ont été regroupés dans le compartiment passager de l'appareil. Ma mère et moi avions la charge de 3 rangées de fauteuils avec 4 bébés par rangée. C'est-à-dire une quinzaine de bébés dont il fallait s'occuper pendant tout le vol, les changer, les nourrir. Ina? Bon voyage, Ina. 102 enfants plus âgés ont été installés dans la soute juste en dessous. Plusieurs employés de l'ambassade américaine sont également du voyage pour veiller sur les enfants. Dès la minute où ils quittent la base, l'appareil est en danger. Augmentez les gaz. 15. 20. Pareil, go. Train sur rentrée. Je me souviens que le décollage a été très raide. Comme on n'avait pas de place assise, on a dû s'agenouiller par terre entre les fauteuils. L'avion a pour destination la base de l'armée de l'air Clark, aux Philippines, à 2h30 de vol. De là, les orphelins seront remis aux organismes chargés de les faire adopter aux États-Unis et en Australie. Dès le décollage, il fallait monter rapidement pour se mettre hors de portée des missiles. Lents et gros, les avions cargo constituent des cibles faciles. Le risque d'une attaque est très réel. 5 jours plus tôt, l'armée nord-vietnamienne s'est emparée de la deuxième plus grande ville du Sud, Da Nang. Les soldats sud-vietnamiens battent en retraite sur Saigon. Dans la capitale, c'est la panique. Des milliers de civils cherchent à fuir le pays. Chaque jour, une nouvelle province tombait. Après la chute de Da Nang en particulier, la population de Saigon s'est retrouvée paralysée de peur. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment que les gens allaient s'unir pour défendre leur pays. Ça va dans le compartiment principal? Ça va. Les bébés braillent toujours? Ou ils se sont calmés? Ils dorment presque tous. Tant mieux. Soudain, peu après le décollage, alors que l'appareil monte vers l'altitude de 23 000 pieds, Dans le cas d'une dépressurisation brutale, l'avion se remplit de brouillard et on ne voit plus rien. J'ai entendu une explosion, un grand boom. C'était quoi? Elle m'a répondu, je ne sais pas. Puis l'avion a commencé à piquer. Les débris volaient partout. de toute évidence, il y a une brèche quelque part dans le fuselage. L'air s'échappe de l'avion. Et à une telle altitude, il n'y a pas assez d'oxygène pour que les passagers puissent respirer.
Je me suis tourné vers le copilote. En voyant qu'il enfilait son masque à oxygène, je me suis dit, j'ai intérêt à faire pareil. Les masques à oxygène sont tombés automatiquement. Mais il n'y en a pas assez pour tous les passagers, trop nombreux à bord de l'appareil. Et ils ne sont pas adaptés pour des bébés. En regardant par le hublot, j'ai aperçu l'océan. J'ai dit à ma mère, on va s'écraser, hein. À l'arrière du compartiment principal, le lieutenant Marcia Wirtz contacte l'équipage. En temps normal, d'où elle a une vue plongeante sur la soute. Pilote, ici Marcia Wirtz. Je suis juste au-dessus du compartiment principal. Et j'aperçois la mer de Chine sous l'appareil. Quoi? Les portes de soute ont disparu. Il y a plus de 300 personnes à bord du C5 piloté par Bud Trainer et il n'y a plus d'oxygène. Quelque part, le fuselage a été gravement endommagé. Et l'appareil est loin de l'aéroport. À première vue, le vol inaugural de l'opération Baby Lift ne quittera pas le Vietnam. Les minutes qui suivent vont être décisives pour la survie des passagers. Le niveau d'oxygène est très bas. Et contrairement au compartiment passager, il y a très peu de masques disponibles en soute. Après une dépressurisation rapide, ma priorité absolue était de faire descendre l'avion à une altitude de 10 000 pieds, où les passagers pourraient respirer. Je fais demi-tour. J'ai viré à 180 degrés pour retourner à Saïgon. Mais avant qu'il n'arrive à destination, Sergent Snedgar, il a besoin de connaître la gravité de la situation. L'avion a viré sur l'aile gauche et à ce moment-là, j'ai senti compliqué. J'ai foncé dans le poste de pilotage. Commandant! allez voir ce qui se passe. Le commandant Trainer m'a demandé d'aller vérifier la soute. Dans la descente, j'ai poussé à la vitesse maximum, comme on est censé le faire, pour arriver à 10 000 pieds. Une fois là, j'ai tiré sur le manche. Rien. On allait de plus en plus vite. L'appareil pique vers le sol à toute allure, mais le pilote n'arrive pas à le redresser. À l'arrière, Ray Snedgar plonge au cœur de la tourmente. C'était la panique totale dans la soute. Tout le monde était mort de peur. J'ai dû me faufiler comme je pouvais et enjamber les gens entassés sur le sol. Et là, j'ai vu un trou énorme à l'arrière de l'avion. C'était ouvert à tous les vents. Puis, le sergent remarque un problème encore plus grave. Le liquide hydraulique coulait. Les câbles de contrôle pendouillaient et battaient dans le vent. Ça m'a fait penser à des spaghettis. De son côté, le mécanicien de bord remarque lui aussi que l'appareil perd rapidement son liquide hydraulique. Commandant, on vient de perdre le circuit hydraulique numéro 1. On vient juste de perdre le 2. Ce liquide permet à l'équipage de manœuvrer la gouverne de direction et la gouverne de profondeur sur la queue, les ailerons et les volets hyper-sustentateurs sur les ailes. Sur les 4 circuits hydrauliques que compte l'avion, 2 sont hors service. Pendant ce temps, Trainer descend à 10 000 pieds beaucoup trop vite et n'arrive pas à redresser l'appareil. Je tirais comme un fou sur le manche dans l'espoir de ralentir la vitesse. Les commandes ne répondent plus. Et toi? Rien. On n'y comprenait rien. Qu'est-ce qui se passait? Normalement, en tirant sur le manche, il devrait redresser l'appareil et réduire sa vitesse. S'il n'y parvient pas très vite, l'avion va s'écraser.
Ce qui m'inquiétait, c'est qu'on ne se redressait toujours pas. Dans le ventre du C-5, Reis Nedgar appelle le poste de pilotage. Commandant, ici la soute. J'écoute. Je lui ai dit qu'il manquait une partie de la rampe et les portes pressurisées et que les circuits hydrauliques et les câbles de commande étaient sectionnés. C'était bien plus grave qu'on ne le pensait. Déclare un appel d'urgence. Saigon, ici Mac 80218. Déclarons une urgence. Demandons l'autorisation de rentrer immédiatement à la base. Ce n'était pas un vol commercial. Personne n'a pris le micro pour nous informer de ce qui se passait. Alors, je me suis occupée des enfants. Après de longues minutes, les efforts du commandant Trainer semblent enfin payés. L'appareil s'est enfin stabilisé. Tout le monde s'est dit avec soulagement, on va peut-être s'en sortir. Mais presque immédiatement, l'avion se cabre et remonte tout droit vers le ciel. Je pousse le manche, pas de résultat. On continue de remonter. À moins que le pilote ne prenne de la vitesse, le C-5 va bientôt décrocher et piquer de nouveau vers le sol. On continuait de monter au point qu'on était presque à la verticale. En désespoir de cause, il s'incline sur une aile pour faire plonger le nez de l'appareil. On s'est mis à plonger. Je n'arrivais plus à redresser. Et puis, contrairement à ce que j'aurais dû faire, j'ai remis les gaz et tout de suite l'appareil a commencé à remonter. Mais cette fois, je suis parvenu à le stabiliser à 10 000 pieds. J'ai compris que j'avais trouvé le moyen de contrôler l'appareil. Le commandant ne peut plus contrôler le tangage en poussant et en tirant alternativement sur le manche. C'est en accélérant puis en décélérant qu'il parvient à stabiliser l'avion. La seule chose qui me permettait de contrôler le tangage, c'était la manette des gaz. À présent que l'avion plafonne à 10 000 pieds, les passagers ont assez d'oxygène pour respirer. 100, vous pouvez retirer votre masque. Train sur sortie et checklist atterrissage. Je me suis dirigé droit vers Saigon, en amorçant la descente pour l'atterrissage, comme si je pilotais un planeur. Ne vous inquiétez pas, les pilotes s'occupent de tout. On va bientôt atterrir. J'essayais de rassurer les passagers, mais je savais qu'on avait de gros ennuis parce que l'avion continuait de descendre. Le commandant Trainer amène l'avion endommagé juste en dessous des 4000 pieds. À 11 km de l'aéroport, il est en train de virer pour aligner l'appareil sur la piste quand celui-ci recommence à faire des siennes. Au moment de virer, quand j'ai incliné l'appareil sur l'aile, le nez a plongé. Impossible de terminer le virage. J'ai dû stabiliser les ailes pour augmenter la portance et empêcher le nez de descendre. Le commandant n'a pas eu le temps de terminer son virage pour aligner l'avion face à la piste. Il perd de l'altitude rapidement. La situation semble désespérée. On était dans la soute quand le mécanicien m'a prévenu. Il faut remonter, on va se poser en catastrophe. Arrivé en haut de l'échelle, j'ai changé d'avis. Il fallait que je sois en bas quand l'appareil toucherait la piste, comme ça, je pourrais aider les passagers à sortir. Au moment où je commençais à redescendre, le mécanicien de bord m'a attrapé par le coude et m'a jeté dans un fauteuil. À ce moment-là, j'ai entendu le sol hurler, de plus en plus proche. Atterrissage d'urgence imminent. Tout le monde à terre! Préparez-vous à l'atterrissage d'urgence!
Urgence! Maman, à terre! Quand on a commencé à plonger, ma mère et moi n'avons pensé qu'à une chose. Comment essayer d'amortir le choc. Devant nous, il y avait un champ complètement dégagé. Arrivé à 200 pieds du sol environ, j'ai dit « On y va !» L'avion fonce vers le sol à près de 500 km/h. Je me suis penché pour attraper la ceinture, et au moment où je la bouclais, on a touché le sol assez doucement, puis on a rebondi en l'air. Le copilote m'a dit « Bud, on va s'en tirer ». C'est alors que j'ai vu la rivière juste devant et j'ai remis les gaz. Ma mère était d'un côté de l'allée, moi de l'autre. Elle m'a dit « Viens t'asseoir avec moi ». J'avais beau être plein gaz, l'appareil a continué à plonger. j'ai vu toute ma vie défiler au ralenti. L'avion s'est brisé au niveau où j'étais assis. Les débris se sont mis à voler dans tous les sens. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Pendant qu'on faisait des tonneaux, j'ai dit adieu à ma femme. J'étais certain que j'allais mourir. Et puis, le silence. Quand l'avion s'est arrêté, j'ai cherché ma mère, je ne la voyais plus. La situation avait quelque chose d'irréel. Je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait sortir les bébés de là. Dans le poste de pilotage, Bud Trainer et ses hommes sont sains et saufs. Après être sorti par le pare-brise, je me suis aperçu que l'avion s'était brisé en plusieurs morceaux. La queue d'un côté, la cabine de pilotage de l'autre. Le compartiment principal et les ailes s'étaient séparés de la soute, qui s'était littéralement désintégrée. Derrière le poste de pilotage, les ailes qui contiennent les réservoirs sont en feu. En grande partie intact, le compartiment principal est suffisamment loin de la chaleur intense de l'incendie. Le lieutenant Wirtz et de nombreux passagers qui se trouvaient dans le compartiment principal ont survécu eux aussi. On a commencé à évacuer les bébés. J'ai entendu les hélicoptères approcher. Je ne pensais pas à chercher ma mère puisqu'on m'avait dit qu'elle allait bien. J'étais censée l'attendre à l'hôpital.
Alors j'ai pris un bébé dans chaque bras et je suis partie. Cette journée porteuse d'espoir se termine tragiquement. Quelques minutes après le crash du premier vol de l'opération Baby Lift, les sauveteurs arrivent sur les lieux. Presque tous les passagers qui voyageaient dans la soute ont été tués sur le coup, quand l'appareil a touché le sol la seconde fois. Les morts, les blessés et les survivants sont transportés à l'hôpital à Saïgon et en Thaïlande. Comme je n'avais rien, je me suis assise et j'ai attendu ma mère pendant qu'ils amenaient les bébés. Puis quelqu'un est venu m'annoncer qu'elle était morte. Juste avant le crash, elle m'avait dit « Viens t'asseoir à côté de moi ». Au dernier moment, Barb Adams avait voulu être près de sa fille. Au moment où je m'asseyais, l'avion s'est écrasé. Ma mère a été projetée en l'air. C'est la dernière fois que je l'ai vue. « 175 personnes survivent à l'accident. Sur les 150 victimes, plus de la moitié sont des enfants. Ça a été un coup très dur. La chute du Sud-Vietnam était déjà une véritable tragédie. Qui aurait pensé qu'en plus de cela, un avion de l'armée de l'air américaine rempli de bébés et d'enfants vietnamiens allait s'écraser? L'enquête commence immédiatement. Le lendemain, Bob Trainer retourne sur les lieux de la catastrophe avec les enquêteurs pour une mission plus personnelle. 2 membres de mon équipage étaient restés sous la carcasse. J'y suis donc retourné le lendemain. Les sauveteurs n'ont pas encore eu le temps de dégager les 2 corps. On est arrivé avec des chaînes qu'on a mises bout à bout. Et on a soulevé la partie du fuselage sous laquelle les corps étaient piégés. On les a dégagés. C'est très important de finir le travail. Et on l'a fait. Je reconnais que j'avais une vision très naïve de la suite des événements. Je pensais que tout le périmètre allait être sécurisé par les sauveteurs. Ça a été un sacré choc quand je me suis aperçu qu'il n'y avait personne pour garder les lieux. Et qu'un soldat vietnamien était en train de fouiller ma valise avec mon blouson sur le dos. Il était armé, pas moi. C'est mon blouson. Je suis Bud Trainer. Je lui ai montré que le nom sur le blouson était le même que celui sur ma combinaison de vol. C'était le mien. De mauvaise grâce, il a fini par me le rendre avant de se remettre à vider ma valise. Mais il y a plus grave. Les pillards sont en train de nettoyer la carcasse. Dave Scheiding est spécialiste de la structure dans l'armée de l'air. À notre arrivée sur le site, on s'est aperçu que de nombreux civils fouillaient les décombres pour récupérer des morceaux de l'avion, ce qui posait évidemment un gros problème pour le déroulement de l'enquête.
Scheiding fait partie de l'équipe envoyée à Saïgon pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Cette enquête était exceptionnelle pour deux raisons. La première, les gens emportaient des bouts de l'appareil, et la seconde, le pays était plongé dans le chaos le plus total. Frank Husking fait aussi partie des enquêteurs. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong nous encerclaient. Il n'était pas question de travailler sur place la nuit. C'était une situation extrêmement désagréable. Avant tout, on voulait écarter l'hypothèse d'un sabotage ou d'une bombe. Pour cela, on a fait venir des chiens renifleurs des Philippines. Emmène-le à l'arrière de l'avion. Vu la proximité des soldats nord-vietnamiens, l'éventualité d'une attaque directe ou un sabotage est parfaitement plausible. Au début, ils pensaient qu'une bombe avait été placée dans la soute à bagages ou qu'un missile avait touché l'appareil. Dans la confusion des opérations d'embarquement, tous les bagages n'avaient pas été vérifiés, ce qui donne à penser qu'une bombe avait pu être introduite à bord. Mais les chiens ne repèrent aucun résidu d'explosif sur l'appareil. De toute évidence, la réponse est ailleurs. Pourquoi les portes de la soute se sont-elles arrachées ainsi? Dans la mesure du possible, il fallait essayer de la retrouver pour s'assurer qu'on n'aurait pas des problèmes du même type sur les autres C5. Il est d'autant plus urgent de découvrir ce qui s'est passé que ces gros porteurs vont devoir évacuer les Américains du Vietnam très bientôt. C'était plus qu'important. À l'époque, il y avait une centaine de C5 en service. On a décidé de les interdire de vol jusqu'à ce qu'on ait compris quel était le problème et qu'on ait trouvé le moyen d'y remédier pour que ça ne se reproduise plus. Par ici. Pendant qu'ils examinent la carcasse, ils essaient aussi de comprendre pourquoi l'équipage a eu tant de mal à contrôler l'avion. On dirait qu'ils ont été cisaillés. Les câbles d'où le liquide hydraulique fuyait étaient ceux de la gouverne de profondeur, celle qui contrôle le tangage. C'est pour cela que Bob Trainer n'a pas réussi à empêcher l'appareil de monter et descendre. Ici la soute! Déclare un état d'urgence. Saïgon, déclarons appel d'urgence. Rentrons à la base. Quand on n'a plus de gouverne de profondeur pour maîtriser le tangage, l'avion va se mettre à monter, puis à plonger. D'abord, il pique en avant, puis il prend de la vitesse et commence à se redresser. Par ses propriétés aérodynamiques, un avion en chute libre réagit selon un schéma prévisible. À mesure que la portance augmente, le nez de l'appareil se redresse automatiquement. Sans la gouverne de profondeur pour contrebalancer ce mouvement, il continuera à grimper jusqu'à ce que sa vitesse diminue et qu'il plonge de nouveau vers le sol. Cela explique la trajectoire bizarre de l'énorme C5. C'est en modulant la poussée des moteurs que Bob Trainer parvient à empêcher l'avion de monter et descendre. Les enquêteurs sont convaincus que les câbles ont été sectionnés quand les portes de l'appareil ont été emportées. Mais ils ne savent toujours pas ce qui a provoqué leur arrachement. On en a conclu qu'il fallait essayer de retrouver ces portes. Mais elles se trouvent quelque part au fond de la mer de Chine méridionale. Le problème suivant était d'établir le schéma balistique des portes. Mais personne n'avait jamais cherché à savoir comment se comportaient deux portes qui volent à 23 000 pieds d'altitude. En se fondant sur la vitesse air et l'altitude au moment de la dépressurisation, les enquêteurs déterminent que l'avion se trouvait à 46 km de la côte vietnamienne. Quand elles ont été arrachées, l'appareil volait au-dessus de l'eau à environ 658 km/h. Ça nous a permis de délimiter de façon assez précise un périmètre de recherche pour la Navy.
Les navires de la 7e flotte américaine quadrillent la mer de Chine méridionale à la recherche des portes du C5. Dans un premier temps, ils font chou blanc. Apparemment, la mer a englouti tous les débris. Sur les lieux du crash, les enquêteurs sont de plus en plus découragés. Une bonne partie de la carcasse a été volée par les pillards, qui ont peut-être emporté un indice déterminant. Dans l'espoir de récupérer tous les morceaux, l'armée de l'air propose de les racheter. Elle a décidé de distribuer des tracts dans Saïgon et sa banlieue, disant « Nous voulons récupérer le moindre bout d'avion et nous paierons toute personne qui nous en rapportera. » 11 jours après l'accident, les autorités locales sont chargées de distribuer les tracts dans la ville. Les enquêteurs finissent par récupérer la caméra utilisée par une équipe de tournage qui se trouvait à bord de l'avion. Ils espèrent que les images leur montreront ce qui s'est passé. Malheureusement, la caméra est vide, le film a disparu. Mais les enquêteurs finissent par recueillir ce qu'ils cherchaient. Ce qu'on voulait absolument retrouver, c'était les boîtes noires. Tous les C5A sont équipés d'un système informatique qui enregistre sur bande magnétique les informations essentielles sur l'avion pendant le vol. Les réglages moteurs, la vitesse air, l'altitude et des centaines d'autres paramètres. Appelé MADAR, ce système de détection, analyse et enregistrement des défaillances n'a pas été retrouvé sur les lieux de l'accident. Il est finalement rendu aux enquêteurs, mais son étude s'avère décevante. Il n'avait pas identifié les causes du mauvais fonctionnement des portes et de la rampe. Mais il nous a fourni l'enchaînement des événements, ainsi qu'une foule de données sur le comportement de l'appareil pendant ce laps de temps. Tandis qu'ils continuent de chercher les raisons du crash, la situation se détériore de plus en plus au Vietnam. Le président Nguyen Van Thieu démissionne 2 jours après que Cha Hae-Ling et ses collègues ont reçu la boîte noire. Le 23 avril, 100 000 soldats nord-vietnamiens marchent sur Saïgon. L'étau se resserre de plus en plus autour de la ville. Pendant qu'on fouillait les rizières, au loin, on voyait brûler les hameaux et les villages. On entendait les explosions et les tirs de mortier. Dans l'intervalle, les recherches de la Navy sont enfin couronnées de succès. Le 26 avril, elle retrouve la rampe de chargement de la soute et une partie de la porte pressurisée du C5. Pour les enquêteurs, c'est la dernière chance de trouver une réponse. Ils n'ont plus beaucoup de temps et n'ont plus de pistes. En examinant la rampe, ils font une constatation troublante. Sur la rampe, 2 des étriers étaient en parfait état. Ils avaient fonctionné normalement. C'était la preuve qu'au moins 2 des verrous inférieurs s'étaient ouverts tout seuls. Sur le C5A, les portes de la soute sont fermées par 14 verrous, 7 de chaque côté. La porte récupérée en mer montre que pour une raison encore inconnue, 3 des verrous se sont ouverts en vol ou n'ont jamais été fermés correctement. L'avion était une bombe à retardement. Quand la rampe a été remontée, tous les verrous paraissaient fermés. Mais quand l'avion s'est envolé, c'est comme si on avait allumé la mèche d'un bâton de dynamite. Tandis que l'avion s'éloigne de Saïgon, la pression à l'extérieur de l'appareil baisse. Et l'air à l'intérieur pousse de plus en plus fort contre les portes de la soute. À 23 000 pieds d'altitude, la pression est trop forte. Les 3 verrous mal fermés sautent et les portes s'ouvrent.
Quand les 3 verrous ont lâché d'un seul coup, la pression a été trop importante pour les 4 autres. C'est ce qui a provoqué l'arrachement catastrophique de la rampe. Reste à découvrir pourquoi les verrous n'étaient pas fermés correctement. Avant que les enquêteurs ne trouvent la réponse, la situation au Vietnam se détériore complètement. Saigon est assiégée. Le 27 avril, les spécialistes embarquent tous les indices dont ils disposent et quittent le pays. Désormais, c'est trop dangereux de rester. On a quitté Saigon à bord des 2 derniers C-141 qui ont décollé de la base de Tan Son Nhut. Le pays était perdu. Après cela, seuls les hélicoptères ont pu sortir. Les enquêteurs espèrent qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour expliquer l'accident. Ils savent qu'ils ne reviendront pas au Vietnam pour chercher d'autres indices. « 30 avril 1975. Le Sud-Vietnam capitule. Depuis le toit de l'ambassade américaine, les derniers Américains sont évacués par hélicoptère. Aux États-Unis, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. Le C-5 Galaxy est en service dans le monde entier. Ils doivent absolument découvrir pourquoi 3 des verrous des portes ont lâché. De retour au Texas, on a tenté de trouver la raison du dysfonctionnement. Ils constatent un point potentiellement inquiétant concernant les portes de la soute. Des pièces de l'appareil avaient été retirées pour être installées sur un autre avion cargo. Les verrous des portes de la soute du C-5A sont reliés les uns aux autres par une succession de barres de torsion que l'on peut allonger ou raccourcir pour assurer la fermeture hermétique. Or, sur l'appareil de l'opération Baby Lift, ces barres ont été empruntées. À cette époque, les énormes avions cargo tournent en permanence. L'armée de l'air manquait de pièces détachées. Elle avait donc mis au point une procédure de maintenance qui permettait de cannibaliser des pièces sur des appareils qui n'étaient pas en service. C'est autorisé et ça marche très bien, à condition de le faire correctement. Les barres de torsion ont été réinstallées avant que le C-5 ne quitte Saigon. Mais pour une raison encore inconnue, elles n'ont pas tenu. Pour comprendre ce qui s'est passé, les enquêteurs réassemblent un des verrous censés maintenir fermées les portes de la soute. On a construit une maquette de la rampe parce qu'on n'avait pas réussi à retrouver toutes les pièces. Certaines avaient été récupérées par les Vietnamiens, d'autres étaient tombées dans l'océan. Les spécialistes ne sont pas sûrs que le problème vienne des verrous. Ils soupçonnent que les mécaniciens qui ont remis les barres de torsion en place sur l'appareil en Californie n'ont pas suivi la procédure correcte. Les écartements des verrous sont infimes. La différence entre l'ouverture et la fermeture se joue à quelques millimètres près. Le remontage a été fait avant que l'avion ne quitte les États-Unis. Comment faites-vous ? Une fois les verrous remontés, les mécaniciens auraient dû vérifier leur bon fonctionnement. Mais ils ne l'avaient pas fait et personne ne s'était rendu compte que la procédure n'avait pas été effectuée correctement. L'origine de l'accident, c'est la base aérienne de Travis en Californie. C'est là que les 2 barres de torsion cannibalisées n'ont pas été remises en place comme il aurait fallu. Fermez les portes de la soute. Pourtant, quand les portes sont refermées à Saigon, un détail aurait dû alerter les mécaniciens. On a eu du mal à la verrouiller. Il a fallu la rouvrir et la refermer 3 ou 4 fois. Mais dans le feu de l'action, on ne s'est pas posé plus de questions. 12 minutes après le décollage, tandis que l'appareil continue son ascension, les 3 verrous mal fermés lâchent sous la pression croissante de l'air. Les autres ne peuvent pas résister à la charge supplémentaire. S'ouvrant brusquement, les portes sont arrachées du fuselage. On ne peut pas se permettre de sauter des étapes quand on remonte des barres de torsion.
Les enquêteurs ont trouvé la réponse. Leur rapport final recommande des mesures spécifiques pour améliorer la sécurité du C5A. À la suite de ce rapport, l'armée de l'air conçoit une goupille qui s'insère dans chaque verrou. Si les portes ne sont pas fermées correctement, la goupille ne rentre pas. On a renforcé le système en installant des goupilles en acier qui s'insèrent dans les verrous quand ils sont dans la bonne position. De cette façon, on sait que le système est bien fermé. Race Nedgar a pris sa retraite de l'armée de l'air américaine avec le grade d'adjudant. Le déroulement de cette mission a été un coup rude. Mais d'un autre côté, on était content d'avoir fait preuve d'autant d'efficacité et de courage, et d'avoir sauvé autant de monde. Après 28 ans dans l'armée de l'air, Bud Traynor a pris sa retraite avec le grade de colonel. À un moment ou à un autre, on se demande tous si on a fait ce qu'il fallait. Je suis content de ne m'être jamais dit « si seulement j'avais fait ça ou ça ». Je n'aurais rien pu faire d'autre. Ce pilote a fait un super boulot. C'est extraordinaire qu'il y ait eu des survivants. Ces gens ont eu beaucoup de chance d'avoir volé avec cet équipage ce jour-là. Étant moi-même pilote, je sais qu'avec un aileron et 4 moteurs seulement en état de marche, ils auraient tous dû y passer. Généralement, le bureau d'enquête ne recommande jamais quelqu'un pour une décoration. Ce n'est pas notre boulot. Mais dans ce cas précis, nous avons demandé à l'armée de l'air que ces hommes soient récompensés. Les membres de l'équipage qui ont survécu à l'accident, dont le commandant Traynor et le sergent Snedgar, recevront la médaille de l'armée de l'air pour leur bravoure. La petite Ina se trouvait parmi les enfants survivants. Ina? Aujourd'hui, elle s'appelle Kelly Jackson Brownlee. Le 4 avril 1975 est un tournant dans ma vie. Ce jour-là, j'ai laissé une partie de moi-même au Vietnam. Dès que l'opération Baby Lift reprend, Kelly et des centaines d'autres orphelins sont évacués aux États-Unis. La fillette sera adoptée par une famille de Seattle, dans l'État de Washington. En avril 2000, pour commémorer les 25 ans de l'opération, une cérémonie a réuni tous ceux qui avaient été adoptés enfants. C'est à cette occasion que j'ai rencontré un homme très spécial, que j'ai épousé par la suite. Le 5 avril 1975, le lendemain de l'accident fatal du C5A, Chris Brownlee et sa femme Kelly quittaient le Vietnam.